dire que l'univers est schtroumpfé. Faut dire que l'univers est schtroumpfé. Jean-Paul Bourg, maintenant. Radio, ici et maintenant. Jean-Paul Bourg, maintenant. Radio, ici et maintenant. Faut dire que l'univers est schtroumpfé. Faut dire que l'univers est schtroumpfé. Eh bien, bonsoir à tous, Jean-Paul Bourg, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 88.2 sur la bande FM, jusqu'à sans doute ensemble une grande partie de la nuit. Et vos interventions en direct tout à l'heure, dans les médias le Minitel, si vous voulez intervenir sur Minitel, 3615 et vous tapez Club 1, 3615 Club 1, c'est en direct, tout à l'heure en direct et sur l'antenne. Et une première partie d'émission consacrée à quoi? On peut donner un titre à cette émission, une émission consacrée au pessimisme. Le pessimisme, ce qui va faire flipper tout le monde, bien sûr. Quoi, la sinistrose, le plafond noir, c'est quoi ces trucs? Moi, je veux parler ce soir de négativité positive. C'est-à-dire c'est-à-dire de quelle manière le pessimisme peut être actif et peut être une voie d'éclairement, de dépassement, de conquête de soi-même et de compréhension de ce qu'est l'univers tout entier, qui n'a en vérité ni ordre ni but, qui est absurde, mais avec un A majuscule. Ce qui le différencie de l'absurdité habituelle dont on parle quand on parle d'une chose absurde. Là, on va mettre un A majuscule à absurde, ok? On parle du pessimisme comme négativité positive. Je pense à Thomas Bernhard, qui fut un écrivain pessimiste, mort crise cardiaque en 89. Toute son œuvre est une œuvre pessimiste, mais d'une hyper-lucidité, qui écrit cette phrase superbe: « Le froid augmente avec la clarté ». Ce qui veut dire que plus ta lucidité augmente, plus le froid en toi augmente aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être nu et glacé dans le grand espace qui est éclairé. Et ça, c'est l'extrême lucidité. Le pessimisme libère des tabous, des croyances, des superstitions qui sont en vérité que des médicaments de survie. Les croyances religieuses, de bien vivre, de mieux comprendre le monde, l'humanisme, tout ce qui nous tient chaud et nous sécurise quelque part, n'est qu'un médicament de survie. En vérité, l'univers tel qu'il est, on va le voir ce soir, fonctionne tout autrement. Et le pessimiste, j'entends pessimiste actif, éclairé, non pas celui qui subit l'énorme poids du monde et qui s'écroule avec, eh bien celui-là a une vision extrême et lucide du monde. Alors je pense bien sûr aux grandes littératures pessimistes, à Schopenhauer, à Kierkegaard, Dostoïevski, Thomas Mann, Nietzsche bien sûr, Camus avec L'étranger et le mythe de Sisyphe, Thomas Bernhard, toute son œuvre, et d'autres. Alors les biographes disent des écrivains pessimistes qu'ils sont à la fois orgueilleux et désespérés. Ils ont surtout, ce qu'oublient de dire ces mecs qui ne voient qu'une espèce de look de « je domine mon destin et pourtant il m'écrase », désespéré parce que tu seras écrasé quand même. Ils ont oublié de voir un truc, c'est que ces mecs ont une conscience aiguë de l'absurdité de l'existence et qu'ils revendiquent la lucidité et qu'ils trouvent que l'optimisme est vulgaire. Ouais, que l'optimisme est vulgaire. Ils sont ivres de lucidité. Le pessimiste, ce dont on parle ce soir, dans l'éclairement de ce terme, est ivre de lucidité. Il y a la formule de Camus qui est toute simple, que n'importe quel concierge de Paris va comprendre. C'est la racine même du pessimisme. Camus dit « Les hommes meurent et ne sont pas heureux ». Voilà, la première pierre tu la poses, c'est celle-là. Les hommes meurent, ils sont mortels, la vie s'arrête un jour et ne sont pas heureux. Qui peut prétendre avoir rempli sa vie d'un bonheur qu'il tient en hauteur comme ça? C'est pas vrai. La phrase de Camus est juste, on n'ose pas la voir en face. Les hommes meurent et ne sont pas heureux. Sur cette brique, sur cette pierre, sur cette première marche du pessimisme, qui est sa racine, voit comment le vrai pessimiste, l'adepte du pessimisme, en a fait une voie d'éclairement. D'abord, ce constat posé, que les hommes meurent et ne sont pas heureux, eh bien, les hommes choisiront ou la mort, le terme, la fin, ou la métamorphose. C'est leur liberté de choix. Prends tous les titres de la grande littérature pessimiste, le pessimisme est là, à l'intérieur, il fait rayonner l'œuvre. Kierkegaard, le traité du désespoir.
Albert Camus, L'étranger, ou le Caligula de Camus, Dostoïevski, Les possédés. Bien sûr, toute l'œuvre de Thomas Bernhard, dont son dernier bouquin qui s'appelle Extinction. Et il meurt après, juste après son dernier livre. Et Thomas Bernhard a placé au début de son dernier livre cette phrase de Montaigne, où Montaigne dit « Je sens la mort qui me pince continuellement la gorge ou les reins, mais je suis autrement fait. Elle m'est une partout. » Donc, ok, il y a le pessimisme vulgaire, il existe, négatif, et le pessimiste qui cultive la lucidité, qui est désabusé, mais lucide, hein, et qui fait du pessimisme une action éclairante, un truc genre feu de Bengale ou feu d'artifice. Le pessimiste est un véritable artificier, il fout le feu à la poudrière, puisqu'il sait que tout va sauter. Alors il fait sauter, et il voit comment dans l'explosion, il se métamorphose, ou bien il disparaît. Il pratique l'instant même où se fait l'absurdité du monde, le pivot sur lequel se fait l'irréalité de ce putain de monde. Il se place là, et là il voit c'est la grande expérience. Il n'avance pas à tâtons, chaudement, tièdement, en s'arrangeant avec les choses, en tournant autour du pot. Il fonce droit à la cible, comme le tireur à l'arc du zen, qui vise la cible, qui est le vide. Alors le pessimisme, c'est le refus de se livrer aux idéologies vulgaires. Je dis vulgaires parce qu'elles soient religieuses, humanistes ou politiques, ce sont des idéologies de masse. Il y a là d'un seul coup, pour celui qui adhérerait à ces idéologies, qui adhère à l'idéologie religieuse, qui adhère à l'idéologie humaniste ou à l'idéologie politique, il ne se rend pas compte qu'il subit cette espèce de soumission aux masses. Il est soumis à l'esprit de masse. Et la masse des contemporains de toute époque a mis toujours, c'est quoi? C'est l'insignifiance, c'est l'abrutissement, c'est la stupidité. Le pessimiste ne fuit pas la réalité. Il l'assume dans les nerfs et dans le sang. Pour lui, il n'y a pas d'autre monde où ta vie sera meilleure demain. C'est dans l'instant que se règle le problème tournoyant de ta vie, de toi, ici, là. Et de Schopenhauer à Thomas Bernhard, tu peux prendre toute la lignée, la grande courbe sombre du pessimisme. Le pessimiste dénonce la charité chrétienne, qui est le trucage, qui est le fascisme de l'humanité. Regarde ce que Thomas Bernhard dit de Mère Teresa, par exemple. Thomas Bernhard écrit « Ces gens qui disent tout le temps qu'ils sont prêts à tous les sacrifices et que sans cesse ils sacrifieraient tout jusqu'à leur vie et ainsi de suite. Ces saints qui se bousculent pour se sacrifier et par esprit de sacrifice comme les cochons devant leur auge. Il y en a dans tous les pays et sur tous les continents. Ils peuvent porter tous les noms possibles et imaginables. Ils peuvent s'appeler Albert Schweitzer ou Mère Teresa. Ils me font profondément horreur. » Ça, c'est Thomas Bernhard. Et c'est la vision d'un hyper-lucide. Moi, je dirais la même chose de l'abbé Pierre, que je trouve personnellement, je le trouve ignoble, dégoulinant d'arnaques et de tartuffreries, sorte de Raspoutine des poubelles. Tout est dit dans cette vision que tu peux avoir du pessimisme. Il y a le refus du tragique. Toute société qui se veut de progrès, d'évolution, donc d'abrutissement, parce que là, mon vieux, tu rentres dans un système qui est un système superstitieux, qui n'est pas vrai. On te fait croire, en vérité. Ces sociétés-là refusent le tragique, sûr. La mort, on la refuse. Le tragique, on le refuse. Bizarre, l'homme qui n'assumerait que le bien vivre, la bonne manière de vivre, et qui refuserait d'assumer son tragique, qui coule une chape de plomb dessus, on l'oublie, qui essaie d'oublier plutôt, qui s'endort, et l'utilise des médicaments de survie, croyance, religion, humanisme, politique, etc. Le tragique, il le met de côté, ça le terrifie, il a peur que ça lui pète à la gueule et qu'il explose avec, alors que le tragique, c'est vraiment ce qu'est l'individu personnel limité dans un corps fait pour mourir, dans son besoin fou de dépassement, dans son besoin salvateur, d'être sauvé. Et on se sauve, non pas dans une société future ou dans un monde à venir, dans l'ici et maintenant de l'expérience de soi. Alors face au temps, face à la mort, qui sont les grandes lois du pessimisme, tu opposes quoi, toi? Tu opposes le vouloir, ça c'est Schopenhauer, le vouloir et la volonté. C'est Schopenhauer et c'est Nietzsche aussi. Le tragique va alimenter ton instant. Ouais, l'ici et maintenant de toi-même, l'instant que tu vis, va être, imagine-le, alimenté par le tragique. Je dis pas par l'angoisse, par le tragique. Ça sonne autrement,
Plom. Ce putain d'abîme qui est en toi, si d'un seul coup ton quotidien est alimenté, résonne avec ça, imagine ce que tu peux en faire dans la mesure où tu as la volonté, le vouloir de transformer cet état de choses, même si tu en meurs et tu en mouriras, tu crèveras quand même, peu importe, il y a une courbe à faire, et de cette courbe, faire le plus beau chant, la plus belle histoire, ta vie, la tienne, une œuvre d'art, même absurde et risible, au plus extrêmement risible de soi, comme Alfred Jarry sur son lit de mort, qui demande quoi, dernière volonté de Jarry, les quoi Donnez-moi un cure-dent. Fabuleux, fabuleux, il répond exactement à ce qu'est l'univers, l'absurdité incompréhensible que j'appelle moi Schtroumpfante du monde. Jarry est schtroumpfé. Avant de mourir, il dit, donnez-moi un cure-dent. La dérision par cette mort terrifiante qu'il coiffe solennelle. Tu plaisantes? Donnez-moi un cure-dent, c'est tout. Pas plus, rien. Il est le maître du rien à ce moment-là, et en demandant un cure-dent, il colonise le vide, il remplit le vide, il est vraiment dans le véritable éclairement de lui-même. Il n'a pas une phrase émotionnelle connotée à une angoisse ou un besoin d'être ça. Il répond justement à ce qu'est la mort par rapport à la vie. Ce pirouettement absurde d'être, dernière volonté, je demande un cure-dent, c'est tout. Pas de grande phrase. Le pessimiste, être pessimiste, bien souvent, c'est une disposition innée. C'est un truc que tu as depuis que tu es môme, depuis longtemps, qui te plombe la tête, qui te tient, ça s'apprend pas. C'est en toi, c'est comme ça, un état d'être par rapport au monde, avec des évolutions, des involutions, des oublis, des retours de flamme, mais c'est en toi, tu le portes. Et l'action du pessimiste, qui est lucide sur lui-même, c'est une action qui n'a pas de but. Un religieux a son action, mais un but. Un humaniste met un but. Un politique met un but à son action. Quand tu sais fort bien que le but n'existe pas, tu vois bien l'arnaque. Le mec veut se réaliser, vulgairement par exemple, comme ministre, un poste, mettons un but à notre action. Et je me réalise. Et je deviens, obtenir un pouvoir par exemple. Tout ce qui psychologiquement nous fait agir et qu'on cache, et qu'on fait croire à quoi? À l'humanisme, aux transformations sociales, grand baratin, tout ça. Il y a pas, le pessimiste a déjoué le but. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de cible. Ou plutôt, au centre de la cible, c'est le zen, le vide. Donc le pessimiste qui a déjoué le but, il sait fort bien que la véritable action, elle n'a pas de but, elle n'a pas d'objectif. C'est l'acte gratuit, qui n'a pas de cause et qui n'a pas de fin. Il vient de l'instant. Il répond à l'urgence de vivre, c'est tout. Il ne s'ancre pas dans une cause lointaine. Et ça, c'est la vision marxiste. L'origine de quelque chose, l'évolution, le progrès, l'évolution du temps, la fin des choses. Chrétienne aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire humaniste, tout simplement. Sous-entendu que l'humanisme est un totalitarisme effroyable, qui ne dit pas son nom et qui est invérifiable. C'est ça qui est fou, qui est dingue. C'est là où est le piège. Et cette action de la vision du pessimiste, les caractéristiques du pessimiste. Là, je cite un philosophe qui est Jean-Marie Paul, qui dit les caractéristiques du pessimiste, c'est l'hypocondrie, l'angoisse de la mort, la conscience de la pesanteur du destin, l'indifférence ou la méfiance à l'égard de l'idée de progrès. C'est ce qu'il appelle être un pessimiste. Oui, dans la forme extérieure, ça prend cet aspect-là. Et tu sais, la vision pessimiste vient facilement avec simplement le regard lucide. Un ethnologue sait bien que toutes les civilisations sont faites pour mourir, qu'elles sont mortelles, que tout est fait pour finir. Alors où est le progrès? Où est le progrès, puisque tout s'arrête? Alors on peut, comme les bouddhistes, qui sont de grands pessimistes, échapper à la loi du temps et tenter la métamorphose. Le bouddhisme qui a inspiré Schopenhauer et Nietzsche, Wagner, ils en parlent. Le bouddhisme refuse l'évolution, refuse le progrès. Il vise le centre de la cible, comme le tireur à l'arc zen, le vide éclairé au centre. Le bouddhisme refuse le sens des choses, le sens des êtres, la direction, pas de but, pas d'orientation. Le monde est vide. Et la multiplicité tournoyante du monde, sa multiplicité ne répond en vérité à aucune morale, à aucun idéal, qu'à un jeu de force, un entrelac vibratoire d'énergie qui, pour la conscience humaine, est absurde. Attention, absurde avec un A majuscule. Et l'absurde, si l'homme voulait croire à l'absurde, il ne peut pas, il ne veut pas. Pourquoi? Pourquoi refuse-t-il la lucidité? Parce qu'elle est inconfortable. Il y a l'inconfort de l'absurde dans la vision que tu aurais du monde. Alors l'univers dans lequel on a les pieds, les mecs,
C'est quoi? C'est pas une tragédie, c'est pas vrai. C'est pas une comédie non plus, on est mortel, on a nos angoisses. Le mot est simple, pourquoi on l'emploie pas? C'est une tragicomédie. C'est une tragicomédie, c'est le mot juste. C'est le mot juste. La tragicomédie humaine. Et je vais vous faire écouter une musique foncièrement pessimiste. Ouais. Une musique de feu de Bengale. Un truc d'artificier. Et on sait bien que la mort plane sur la piste du cirque. Et cette musique veut dire quoi? Ce vortex qui s'allume d'un seul coup, c'est quoi? Le pessimiste entonne ce putain de chant de victoire. Parce qu'il va mourir, qu'ils sont fous. Il est libre. Il a vu. Alors être clown de soi-même, c'est la seule fonction noble dans l'univers. Et quitter les oripeaux, les apparats, les marocains, les fonctions. On est des dingues du ciel, des dingues de l'abîme. Des mecs schtroumpfés, avec une conscience réellement révolutionnaire du monde, prêts à faire pivoter toutes les formes d'être, sans dessus-dessous, parce que tout ce que tu vois debout, pour qu'il puisse retrouver sa vraie fonction, mets-le à l'envers, n'aie pas peur. Tout ce que tu mettras à l'envers redeviendra juste. Enfin, plus vrai. C'est-à-dire, rien, tout ça est vrai, faux. Le tournement fou est vrai, juste, et là-dessus, c'est pas que du rouge et or de la piste, le rouge du cirque, c'est le sang. Mais immortalisé d'un seul coup. Mon vieux, sur cette putain de piste, on y meurt. Bon, ok, tout ça, ça n'empêche pas le poids de la mort, hein, la tenaille froide, et le temps qui nous bouffe et nous avale. Mais au moins, pendant l'ici et maintenant, hein, dans ce tournement baroque, rouge et or, sang et or, qu'est-ce que tu fais dans ce tournoiement, mec, dans ça, là? Tu niques la mort. La mort est niquée. Hey, hey! Il faut niquer la mort. Il faut niquer la mort. Il faut niquer la mort. Sinon, la mort te mord. Moi, j'emmerde la populace de nos contemporains qui va voter en bêlant comme des moutons, avec des objectifs et des buts. Hein, mon prochain, mon frère, votant, insignifiant et ridicule abruti dans les bureaux de vote. Il me reste le désir. Et le désir, c'est quoi? C'est le truc qui combat la mort. Ouais, qui lui tient tête. Le désir que tu as en toi, toute forme de désir, ça dépend ce que tu fais de ton désir. Ce que tu en fais, comment tu le transformes, comment tu le jettes. Le désir que tu as en toi, ce que tu es, c'est quoi par rapport à la mort? Qu'est-ce que le désir de l'homme par rapport à la mort? Eh bien, le désir de l'homme, c'est du TNT dans les oreilles de la mort. Tu peux la faire sauter. Enfin, tu peux croire à ça. C'est la dernière bravade. Messire Cyrano, Scaramouche. Et toi, Don Giovanni, prince des banquets funèbres, qui marche en boitant parce que tu as la mort corbeau noir perché sur l'épaule et qui pèse ton fardeau d'angoisse à traîner. Ça ne t'empêche pas de te glisser dans les alcôves, dans les poches dimensionnelles du désir. Rien de plus beau, mon vieux, hein, rien de plus beau que de clamser un 1er avril. C'est la seule façon de baiser la mort. Suicidez-vous le 1er avril. Ou bien pratiquez le pessimisme quantique. Ok, qu'est-ce que le pessimisme quantique? C'est un truc schtroumpfant. Regarde ce que dit un philosophe qui s'appelle Schopenhauer, ami, et qui a écrit Le monde comme volonté et comme représentation. Il dit « Tout désir naît d'un manque.
d'un état qui ne nous satisfait pas. Donc il est souffrance, tant qu'il n'est pas satisfait. Or, nulle satisfaction n'est de durée, elle n'est que le point de départ d'un désir nouveau. Eh bien, les physiciens de la physique quantique disent la même chose. Ils disent que l'énergie est discontinue, qu'elle fonctionne par paquets d'énergie, les quantas, qui avancent par bonds, sont des sauts d'énergie comme ça, hop, hop, tu vois le truc. La satisfaction, le désir plein ne dure pas. L'homme fonctionne par bonheur et par extase courte, ok. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Regarde la vision quantique du physicien, il y a l'espace vide, il y a l'espace dépressif, c'est-à-dire le vide entre les bonds quantiques. Et c'est l'histoire d'un Raja indien, ça, qui voulait gagner un château de cristal dans lequel se trouvait la coupe superbe du Graal, au centre du Nil. Du Nil, pas le Nil en Égypte, le Nil. Et Timothy Leary, qui a été l'un des dingues de la révolution psychédélique, se baladait au Népal dans les années 65. Il rencontre un gourou un peu bizarre, un yogi un peu bizarre, qui marche au djinn, le mec. Il se défonçait au djinn, tu vois. Un yogi pessimiste. Et ce yogi, Sri Krishna Prem, explique à Timothy Leary comment on fait. Et là, on va voir les bons quantiques, ok? Comment on fait pour gagner le château du Graal. Je lis ce que dit Timothy Leary, qui raconte l'histoire. Il était une fois un calice d'or qui renfermait le don éternel de la sagesse, et qui attendait en un château la venue d'un être suffisamment courageux et sensé pour l'atteindre. Pendant des siècles, les plus intrépides chevaliers et les plus intelligentes princesses vinrent du bout du monde pour tenter d'arracher le prix, mais nul n'y parvint. Le seul accès au château était un sentier de rochers affleurant au milieu d'un lagon marécageux et qui étirait ses pointillés de pierre sur plus d'1 kilomètre, des pointillés de pierre, à travers les marécages. Au bout, le château magnifique, couronné de hautes tours qui brillent et projettent une lueur radieuse pour que tous puissent le voir. Trouver le château n'était pas un problème. Le problème était celui-ci. Dès que l'on posait le pied sur une pierre, celle-ci s'enfonçait promptement dans la boue. Tous les prétendants se noyaient. Voilà qu'arrivèrent sur la rive une princesse et son prince. Ils avaient eu vent du sort de tous les prétendants précédents, mais leur désir d'atteindre le château était si vif qu'ils convinrent de traverser ensemble le lagon en courant. Ils s'élancèrent. Là, c'est le désir, tu vois. Ils s'élancèrent. Ils bondissaient de roc en roc, avec une célérité telle qu'à peine le rocher touché, commençait-il à sombrer, que déjà ils étaient sur le suivant. Et c'est ainsi qu'ils parvinrent au castel de l'illumination. Timothy Leary dit au yogi, qui boit son gin, donc ce que vous dites, c'est bouger sans arrêt. Il acquiesça. Comme éprouvé par l'effort, il porta maladroitement la main à sa bouche et toussa. Krishna Prem ne va pas très bien, dit Ashish. Lorsque nous fûmes sur le point de partir, Sri Krishna Prem me prit la main et me regarda dans les yeux. Pourrez-vous rentrer? Les moines nous conduisirent jusqu'à la corniche et nous suivîmes le sentier baigné de lune pour regagner le village. Ce truc que raconte Timothy Leary, de quelle façon le mec atteint le château de l'illumination par bond quantique, c'est la rapidité qui fait que la pierre ne s'enfonce pas. Donc le désir dont parle Schopenhauer, désir de courte durée toujours, mais qu'on va répéter. Plus tu vas accélérer tes moments de désir, tes passions, plus tu vas rentrer en ferveur et en feu, plus tu vas t'incendier, plus tu vas être fervent et en vie, tout en sachant que tu es mortel, plus tu atteins le château du Graal. Bien sûr que tu atteins le château du Graal, ce qu'ont oublié les chercheurs de la quête. Alors le pessimiste devient un pessimiste d'action. Il pratique ce que j'appelle la négativité positive. C'est-à-dire qu'il fait quoi? Il fait du surf sur les vagues noires de l'abîme qui est en lui. Il fait du surf sur sa propre terreur, sur ses propres angoisses. C'est comme ça qu'il marche. Il les utilise comme des ondes porteuses, tu vois. Pourquoi faire, ami? Eh bien, pour conjurer la mort et lui botter le cul. Pour ça, il passe son temps, lui, à construire des véhicules dimensionnels pour déjouer le piège, pivoter, plonger, paf, changer de monde. Il pratique quoi, ce mec tourbillonnant comme la pièce du cirque? La sainte métamorphose. Il a inventé l'art et la musique, oui. C'est le pessimiste qui a inventé l'art et la musique. Pourquoi faire? Pour répondre à la mort.
pour lui répondre dans la hauteur ou dans l'abîme, ce qui est la même chose. Il chante le langage de la mort, et pourtant il ne meurt pas. Pas encore. Regarde la fabuleuse alchimie. De son angoisse, il fait de la beauté. Il ose construire un espace imprenable. L'espace d'un instant, bien sûr. Et le chant, c'est l'onde porteuse qui est tirée de l'abîme. C'est sa manière à lui de faire du surf sur la mort. Et d'être vainqueur le temps que dure le désir. Ouais, j'avais un ami foncièrement pessimiste, qui rêvait de mourir dans la beauté et l'apothéose, la grandeur d'un geste, le dernier défi, un truc héroïque et légendaire. Et il est mort en avalant un noyau de prune.
Il s'est mis à tousser, son visage est devenu violet et il est mort. L'espace d'un instant, il a compris que la mort n'est pas sérieuse, qu'elle est absurde. C'est une vraie schtroumpferie. Et dans schtroumpferie, il y a tromperie, mais aussi soufflerie. Et c'est en comprenant l'absurde, le dérisoire, le risible de cette putain d'existence, où vous croyez tous sérieusement à vos petits problèmes, c'est en pigeant ça qu'Alfred Jarry, sur son lit de mort, a eu ces paroles superbes, dédaigneuses pour la vie et la mort, ces paroles hautaines, à 10 000 années-lumière d'autre compréhension émotionnelle. Maintenant, il a demandé quoi? Un cure-dent fabuleux. À 2 minutes de sa propre mort, il se mettait dans un état de conscience inatteignable. Et à 2 minutes de ta mort, tu es maître de ton dernier geste, de tes dernières paroles. Si le grand anesthésiste t'en laisse le temps avant la plongée dans le coma, tu peux te payer, par exemple, un panoramique adolescent, style Desperado, prêt à faire le bond dans les dimensions. Ok, amenez-moi un vieil électrophone à 3 vitesses, posez-le là, à la place des couronnes de fleurs et des boîtes de médicaments, on vire tout ça, on fout là le vieil électrophone à 3 vitesses, voilà, ok, prêt à plonger, dans la spirale tragique et schtroumpfante, bien sûr. La dernière chanson, un amour blessé, à la guerre quelque part, loin du café, comme un amour bizarre, il veut jamais rentrer, tout ça est normal, et la guitare fait mal. Toute son histoire, et c'est son parfum. Ouais, à 2 minutes de crever, Hallyday pourrait par exemple se repasser en musique à côté de lui, à la place des fleurs et des couronnes, l'électrophone, toute sa propre histoire, en accéléré, de la même façon qu'on dit qu'un noyé voit défiler sa vie, il l'a fait volontairement défiler, s'en remplit émotionnellement et part avec ce putain de véhicule. C'est le grand appareillage, au fond du gouffre, ami, pour trouver du nouveau. Il n'y a pas si longtemps, non pas très longtemps, il jouait pour pouvoir aimer, malgré les journées où il perdait sa vie pour la voir arriver. En venait la nuit, il attend la nuit, et cette femme aussi. Ça est normal, et la guitare fait mal. Bon, c'est la vision romantique pessimiste, le ciel noir, le dernier train, l'attente inespérée, et puis la plongée, ami. Et la guitare fait mal, ouais. Ok, c'est un truc de pessimiste, c'est sa manière de le chanter. Et qu'il se balance ça, ce mec, sur son lit de mort? Je lui demande ça, quelques instants avant de crever. Tu vois, il va calancher dans sa propre musique et devenir symphonie. Bon, Johnny, ok, revenons aux empereurs sérieux et fous. Et bien sûr, on parlait de Camus, Caligula. Le Caligula de Camus, personnage pessimiste par excellence et qui pratique le pessimisme. Caligula, c'est le héros de l'impossible, c'est le héros de l'absurde, hein, dans une société justement qui refuse l'impossible et l'absurde.
Parce que l'impossible et l'absurde, c'est quoi, hein? Si tu le donnes, si tu l'injectes dans la société, ça donne quoi? L'inconfort, la dynamite, la déstabilisation, la désintégration totale du système. Et comment meurt Caligula? Regarde. Il y a une conjuration qui s'est formée pour l'assassiner, et Caligula connaît l'existence du complot. Il possède les tablettes avec les noms des conjurés sur les tablettes. Alors il pourrait les faire tous arrêter et les mettre à mort. Non, Caligula préfère l'absurde à la vie. C'est-à-dire qu'il préfère la pirouette schtroumpfante. Il fait quoi? Il brûle les tablettes. Il sera assassiné. Il a fait de sa mort un suicide indirect. Tu vois le truc? Il tamise le désir, l'urgence de mourir. Il l'a fait surgir de côté comme les pilleurs diligences. Flau! Là où on les attend pas, et où Caligula, cocher lucide, sait qu'il les attendra. Il prévoit le lieu, la fin et le lieu qui pourtant avaient été décidés pour le surprendre. Hein. Eh ben c'est lui qui les surprend. Tout homme qui choisit le moment et le lieu de sa mort, tout homme qui prévoit, qui prévient, qui a la prescience du lieu et de la fin, ce mec est un sorcier, un négateur actif. Et là, je vais vous lire 3 phrases d'une philosophe qui s'appelle Marie-Vonne Perrault, qui a écrit sur le pessimisme et qui cite Sartre. Et elle dit: Sartre, pour sa part, distingue ce qu'il appelle un absurde relatif et un absurde absolu. Les discours d'un fou, dit-il, par exemple, sont absurdes par rapport à la situation où il se trouve, mais non par rapport à son délire. Et elle conclut, elle, il y aurait donc un absurde relatif et en quelque sorte négatif, qui pourrait entraîner l'homme vers un pessimisme réducteur et être une invitation à la mort. Et un absurde positif, un absurde absolu, qui serait la vérité dernière de l'existence. Mais un tel absurde nous lie-t-il irrémédiablement à la mort et au pessimisme? Ne pourrait-on pas imaginer l'homme absurde heureux? C'est la question qu'elle pose, l'homme absurde heureux. Parole de prophète, ami, bien sûr. Regarde ces trucs. Un mec un jour s'est fait jouer le Requiem de Mozart. Pas pour l'écouter comme ça, chez lui tranquillement. Non, non. Il se l'est fait jouer par des musiciens qu'il a payés, qui sont venus lui jouer le Requiem de Mozart. Et je vais vous dire pourquoi. 5 minutes après, il était mort. Hein. Oui, ok. Il s'appelait Léopold Robert, c'est un vrai pessimiste, pratiquant le pessimisme, ok? Dans l'action du pessimisme. C'est un peintre, il vit à Venise, il a peint une toile superbe qui s'appelle Le départ des pêcheurs, où on voit sur la toile les pêcheurs qui partent en haute mer, à partir des lagunes vénitiennes. Et Léopold Robert a décidé de se donner la mort. Ok, il a compris l'absurdité dingue de l'existence. Pourquoi ne pas mourir? Je veux mourir. Il écrit un mot sur une feuille où il dit, je cite de mémoire comme ça, les émotions, les désirs sont des instants qui me font monter. C'est ce qu'il dit. Et son dernier désir fou, désir de mourir, c'est donc pour lui la plus haute marche. Ok? Alors il fait quoi? Il ouvre ses fenêtres, les fenêtres du palazzo, du palais vénitien dans lequel il vit, il les ouvre toutes grandes sur la lagune vénitienne, superbe. Il fait monter des musiciens qu'il paye lourdement. Et ces musiciens jouent dans sa chambre, devant lui, le Requiem de Mozart. Et Léopold Robert sort un couteau aiguisé du tiroir de son secrétaire. Il se place devant sa toile, le départ des pêcheurs. Tu vois, il prépare un départ, il se place devant la toile, le départ des pêcheurs. Ça veut dire quoi? Qu'il va prendre la barque fantomatique, et traverser la noire lagune. Musicien joué pour lui. Et Léopold Robert, devant sa toile Le départ des pêcheurs, se tranche la gorge pendant que l'orchestre joue le Requiem de Mozart. Oui, histoire authentique, bien sûr.
J'ai parlé de Jean-Marie Paul qui a écrit sur le pessimisme, hein. Et voici la vérité, oui, la vérité révélée par l'absurde. C'est comme ça que ça marche. La vérité est révélée par l'absurde. Et je mets des majuscules, la vérité est absurde. Et je lis, l'homme est un être qui n'a pas d'avenir. Celui qui le comprend conquiert sa liberté. Nous vivons sur l'avenir, demain, plus tard, quand tu auras une situation, avec l'âge tu comprendras. Ces inconséquences sont admirables, car enfin, il s'agit de mourir. L'homme absurde est celui qui a compris que l'espoir ne fait pas vivre, mais qu'il empêche de vivre, puisqu'il empêche l'homme d'être présent au présent. Si l'homme est aliéné par l'espoir, l'absurde, au contraire, le rend à lui-même et à l'instant. Ok, ce qui est dit, ami de la nuit, et il est plus tard que vous ne le pensez, hein. Le corbeau noir vous grignote déjà la cervelle, attaque les mailles de vos dents, vous êtes déjà dans la gueule du monstre, ouais, vous crèverez tous. Ouais, ce qui est dit, c'est qu'être privé de désespoir, c'est pas désespérer. Il y a là une réponse positive qui est donnée, laquelle, bande de trappeurs, venez un peu là, relevez les traces du monstre là sur la neige, penchez-vous, merde, le froid, le vent, la tempête, t'inquiète pas, penche-toi, regarde sur la piste, ces traces sur la neige, elles disent quoi? Elles disent quoi? Camus, en écrivant le Caligula, ou Sisyphe, ou l'étranger, n'est pas un écrivain pessimiste qui prône l'athéisme et la tragédie comme on le croit. Camus qui s'est tué en bagnole comme James Dean, ok, ce qui montre là aussi que le pessimisme est inné, qu'il est inné du début à la fin. Eh bien, Camus, ce sont les traces sur la neige. Camus retrouve les traces du trappeur sur la neige. Camus retrouve la vieille sagesse grecque, celle du kéros, qui est le bonheur dans l'instant. L'absurde libère ton instant. Et ce sont tous ces instants qui répètent ta vie quotidienne et t'emmènent à la mort, ok? Et tu es un vrai conquérant de l'inutile. Tu libères ton instant. Et c'est les instants répétés qui t'amènent à la mort, comme ces pierres jusqu'au château, tu vois, que tu parcours d'instant en instant, de désirs multipliés aussi. C'est quoi ça? Si tu vis ça comme ça, tu libères ton instant, tu libères l'espace qui t'amène à la mort. Et comme la mort est elle aussi un instant, alors imagine ce qui va se passer quand tu poseras le pied sur la plage face au nouveau monde. Imagine le truc. Un vrai pessimiste, ok? C'est un mec qui met la mort dans sa poche. Et il meurt comme Christophe Colomb, dévoré par les fièvres, par les nostalgies, par l'exil. Du vide où il n'y a rien, hein. Il arrive à tirer de la beauté, un chant de gloire, des jungles mystérieuses, des temples d'or pur. Ça, c'est la manière Christophe Colomb, Scaramouche, Don Quichotte ou Capitaine Fracasse. Une attitude pessimiste, mortelle, mais créatrice de beauté. Écoute comment se fait la plongée. Ouais, ça, ce sont les conquérants de la mort. C'est ainsi qu'ils entrent dans l'espace secret. Oh! Bannière haute, cuirassé de noir et d'or. Ô chevalier de la Sainte Mort, oui, oui, soyez bénis dans les temps qui s'écroulent. Regarde cette marche. C'est ton éternité qui marche là-dedans, ô mort. Alors on peut invoquer la mort, la désintégration des systèmes, les immeubles qui s'effondrent, bien sûr. Il y a ce champ de gloire, toujours au-dessus, plus haut. Et il t'emporte et tu marches avec.
Et de l'optimisme. Les dangers de l'optimisme, les voilà, on n'en parle jamais. L'homme a confiance dans la vie, hein, dans le progrès. Donc il veut du bonheur pour tout le monde. Hein, et il devient messianiste, ou marxiste, ou humaniste. C'est-à-dire porteur d'un message d'espoir pour l'homme. Hein. Messianiste, le Messie, le retour du paradis sur terre. Marxiste, paradis sur terre, pour le terrien lourd, a mis la classe ouvrière, a mis, n'est-ce pas, ok, blau. Ok, humaniste, le bonheur pour tous. Tous ces cons-là veulent le bonheur pour tous. Ils sont porteurs d'un message d'espoir pour l'homme. Ils sont optimistes. Voilà les dangers de l'optimisme. Pourquoi ? Parce que l'optimisme, marxiste, humaniste, hein, messianiste, l'optimisme a mis au monde des légions de chefs, de guides, de grands timoniers, de chefs d'État, de petits pères des peuples, de conducateurs, qu'ils soient politicards, généraux ou Mère Teresa. C'est la même merde puante, celle de l'hypocrisie, du manque de lucidité sur soi-même et ses semblables. Et voilà ce qu'écrit Jean Brun, qui est auteur de philosophe, qui a écrit L'Europe philosophe et Le retour de Dionysos. Il écrit, voilà, l'optimisme est devenu aujourd'hui rationnellement fanatique. Aveuglé par sa confiance dans la marche en avant, il ne se demande pas où celle-ci conduit. Car si nous savons d'où nous venons, nous ne savons guère où nous allons, nous avançons en ne regardant que ce que nous quittons. Et ce ne sont pas les vagues idées de bonheur de l'humanité, de société sans classe, de point oméga qui changent quelque chose. En définitif, nous ne faisons que construire des routes qui débouchent sur d'autres routes. Nous construisons ainsi un labyrinthe de plus en plus compliqué, au carrefour régulé duquel on ne rencontre personne. L'exil est désormais motorisé. Superbe vision juste, bien sûr. C'est une autre manière d'utiliser sa propre lucidité, si tu connais ces routes. Hein, ce qui te pousse en Azerbaïdjan ou en Croatie, par exemple. Ok, tu chosses une calache, tu mets du kérosène dans le moteur, l'exil est désormais motorisé, et toutes les routes qui mènent à la mort sont à toi. Mieux, construis tes routes. Avant d'enfourcher le bolide, tu peux aussi pisser dans le réservoir. Ça vaut le cure-dent de Jarry. Alfred Jarry, qui était schtroumpfé peut-être, mais qui savait que la grande chevauchée nomade, ouais, voulait écouter une chevauchée à la mort, une chevauchée de cosaques des temps modernes, sur fond de guerres européennes, de vrais pessimistes, ça donne ça. Ok mec, aujourd'hui, elle le dit, bien sûr. L'espace est motorisé. Et c'est ainsi que fonctionnent les porteurs du drapeau noir. Celui du vide, de l'abîme. Attention, ami, qui dit drapeau noir dit drapeau rouge et or, splendide de soleil retrouvé, parce que ça, ami, ça te fout sur la route, ok? Et ça t'apporte le Graal. Dans les flammes, ouais, on n'a rien sans rien, on va prendre des risques, ok? Ouais, le groupe Borghesia, un groupe de la Slovénie, qui n'est pas longtemps en guerre, un groupe du combat européen, de vrais pessimistes. Hewa! Kau, 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 kau! Wow! Ciao! Mekno! Kau! Daki! Waka! Blachto! Ciao! Tchigada! 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 Noir était la nuit. Et l'énorme machine se mit en route. Hia! Ouais, c'est la chevauchée nomade. Et ils portent les saints boucliers de lumière, les mantras de prière, les casques de gloire, malgré leur bannière de nuit. Ils connaissent l'abîme, ils en font un opéra, c'est leur liberté d'être face à la mort. Je fais de ma vie tournoyante un bel incendie, un grand opéra. Salut à toi, Néron, qui devrait figurer au calendrier des saints du jour et de la nuit.
Tower, Tower. Pour les Saint Tomahawk. Ya! Pour l'épée à double tranchant. Ya! Pour la calache glorieuse. Ya! Pour la splendeur du AK-47. Ya! Pour les beaux avions. Oui, les beaux avions de guerre. Et à Poma, et encore. Et pour les hélicoptères merveilleux. Grande splendeur dans l'univers. Béni soit ta mort. Et le vieux sage lui dit, Zabor, que ta mort soit douce. Aussi pour le regard d'un enfant perdu dans la guerre. Seigneur, protège-les. Protège l'innocent et donne sainte violence aux violents. Vous avez le droit de pillage, ok, hein, c'est parti de la loi. Voler des chevaux aussi.
pensée sainte pour Roger Nimier, auteur des Enfants tristes, du Hussard bleu, du Grand d'Espagne. Nimier qui se battait contre l'optimisme, sa façon volontaire de se situer hors du temps, de faire coïncider pessimisme, fatalité et destinée. Et il écrit, Nimier, ironique et volontaire, il écrit, et il parle des projets d'avenir, justement. Il fait la critique de l'optimisme, l'ironie et sa volonté à l'intérieur. Il dit « Ah, on aimait ça, hein, les projets d'avenir. On les élevait et ils poussaient comme des petits lapins. Et on en mangeait un tous les dimanches, un projet d'avenir. Mais moi, je suis d'une autre époque. S'il y a la guerre, je servirai sous Maurice de Saxe. C'est une balle de Solferino, restée en l'air pendant un siècle, qui me tuera. » Vision de Nimier pessimiste et superbe, il y a aussi celle de Potocki. Potocki qui est l'auteur du fameux manuscrit trouvé à Saragosse. Comment s'est suicidé Potocki, fabuleux. Le manuscrit à Saragosse qui a comme pour cadre dramatique la Sierra espagnole fabuleuse de magie, de sortilège. Eh bien, Potocki a pris la boule du couvercle de sa théière en métal, il a pris la boule, il a pris une lime. Et souvent, dans la journée, des heures, son passe-temps favori, il limait cette boule. Pendant des années, Potocki a limé la boule de la théière, sorte d'ascèse yogique, régulière, méditative. Il l'a limée pendant des années, jusqu'à ce qu'elle puisse entrer dans le canon de son pistolet d'ordonnance, et il se l'est tiré dans la tête. Fabuleuse construction, bordel! Potocki, pendant des années, limant cette boule, et des années après, enfin la taille qu'il veut, elle peut entrer dans le canon du pistolet. Regarde ce travail qu'il a fait sur la mort, le travail fou de Potocki, qui est un véritable pessimiste éclairé. Rien n'est vrai dans tout ce qu'on te propose, hein, que ce soit la politique, moi j'ai pas voté, je vote pas, les croyances religieuses, humanistes de mon cul et autres, c'est tous des truqueurs, hein, des empaffés, des abrutis qui... Mieux que ça, totalitaires, qui tiennent le monde et le jeu comme ça. Alors joue pas le jeu de cette populace. Sors tes pieds de là-dedans, merde, chausse les bottes de cet lieu, invente ta vie et ta mort. Et si tu veux célébrer les fins dernières à la façon de Tzigane, tu peux glisser dans ta poche un 7,65, balle dans le canon. Et tu peux venir, par exemple, chez Teresa Dimitrievitch, au Bistrov, au lieu de Tzigane. Là-bas, tu boiras de la vodka, tu t'incendieras les neurones, et puis à l'aube, avant d'aller te tirer cette foutue balle dans le crâne, tu demanderas à Victor, qui chante chez elle, et au trio Kalinka, de te chanter un chant de la steppe. Putain, regarde ça. Le ciel se déchire, l'horizon s'ouvre, sûr, tu entres vivant dans la mort, comme un cosaque, et l'ombre de Dostoïevski et de Pouchkine t'accompagne. Oui, c'est Victor et Kalinka. Oh, le chant de la steppe. Et après, ami, tu pourras tirer cette foutue balle sainte dans le crâne. Девушкам сегодня грустно, провожают девушки герои.
Ouais, et après ça, tu peux aller te tirer cette foutue balle dans le crâne, mais tu peux le faire en direct. Regarde, j'ai armé le chien, ok. Et voilà! T'es mort, pas mort, c'est une autre histoire, ça ne concerne que toi. Et toi, tu es mort, refroidi, et eux, ils continuent à jouer, à chanter, ils te construisent une statue avec leur musique. Он живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем. У ручья с калины облетает свет, а любовь девичья не проходит нет, а любовь девичья не проходит нет. Bon, bien sûr, hein, c'est pas l'heure ni le lieu, je me suis pas tiré dessus, j'ai tiré par la fenêtre, évidemment. Un requiem de Schumann qui est passé par les états psychiatriques ondulants et curieux. Ouais, désintégré du cerveau et il en est mort, ouais. Un excès de sensibilité, un excès de soleil, un excès d'hyperlucidité, blau. Reste la musique, sainte, vivante. Un autre pessimiste superbe, il y a longtemps, c'était pas longtemps, mort aujourd'hui, c'est Henri Duparc, musicien qui était le disciple de César Franck. Et sur Henri Duparc plane la grande ombre de Richard Wagner qui sonne et résonne sur lui. Et les mélodies de Duparc, c'est ce qui est fort dans ce qui se faisait en France à l'époque, avec le musicien français et l'écriture, le français. En face, il y avait les leaders allemands, la force, la charge. Nous, on avait des chansonnettes à côté, face aux leaders allemands. Eh bien, Duparc arrive à rivaliser. Il fait de sa musique et de son chant un leader, ici. Et c'est tout le côté méditatif noir de l'émotion musicale qui tient Duparc, sa vision pessimiste du monde. Duparc qui a vécu de longues années de dépression nerveuse, des années de maladie. Il était devenu presque aveugle à la fin de sa vie. Henri Duparc, un jour, a cessé d'écrire. Pourquoi ? Il a arrêté. Il a tué ce qu'il faisait, sa source d'inspiration. Pourquoi ? Par désespoir, grand pessimisme. Par désespoir de ne pouvoir atteindre la perfection absolue dans son art. C'est pour ça qu'il arrête, comme Rimbaud, d'écrire.
Le désespoir foudre Rimbaud, c'est le pessimisme le plus concentré, la densité même du pessimisme, le fait de tuer ton désir et de vivre ce qu'il te reste à vivre par d'autres désirs diffus qui n'ont pas cette charge. Et Duparc meurt très vite, d'une tumeur au cerveau. Toute la tristesse exaspérée de Duparc, qui est le côté fin de siècle, cette époque. Ça s'appelle Le manoir de Rosemonde, et le texte dit « De sa dent soudaine et vorace, comme un chien, l'amour m'a mordu, en suivant mon sang répandu. Va, tu pourras suivre ma trace. Prends un cheval de bonne race, pars, et suis mon chemin ardu, fondrière ou sentier perdu, si la course ne te harasse. En passant par où j'ai passé, tu verras que seul et blessé, j'ai parcouru ce triste monde, et qu'ainsi je m'en fus mourir, bien loin, sans découvrir le bleu manoir de Rosemonde. Ça, c'est Henri Duparc, mort d'une tumeur au cerveau. De sa dent soudaine et vorace, comme un chien, l'amour m'a mordu. En suivant mon sang répandu, va, tu pourras suivre ma trace. Et là, un autre de la même époque, musicien pessimiste, adepte du pessimisme, c'est Ernest Chausson, qui cultive la même émotion sombre du déclin, toujours l'exaspération pessimiste, fin de siècle, très fin de siècle, c'est cette vision, la fin de quelque chose qui s'arrête, qui meurt. Chausson qui est mort très jeune, et comment, et là on retrouve Alfred Jarry, dans un accident de bicyclette. Il s'est tué avec son vélo. Et chez Chausson, on trouvait des tableaux de Gustave Moreau, d'Odilon Redon partout sur les murs. Debussy venait jouer chez Chausson. Les œuvres de Chausson, le poème de l'amour et de la mer, le roi Arthur surtout. Et ici, maintenant, chanté un extrait du poème de l'amour et la mer, qui est chanté par Fischer-Dieskau, qui est un spécialiste des leaders allemands, et qui ajoute à l'œuvre française de Chausson une sensibilité, une subtilité, tout le pathétique du leader. Cette œuvre de Chausson, ouais, un pessimiste, un adepte, un vrai adepte du pessimisme, qui cultivait cette vision de la fin, et qui meurt dans un accident de bicyclette. Fabuleux, fabuleux. Il a atteint la cible zen, mais avant il a laissé une grande courbe émotionnelle, sa façon sensible de vivre, sa vision.
sa manière de voir, de sentir, sa façon d'être dans le monde, tragique et pourtant vivante. Bon, je pourrais citer Nietzsche, j'ai déjà fait dans d'autres émissions. Quelques extraits rapides, la vision de Thomas Bernard. Thomas Bernard parlant par exemple des historiens d'art. Il dit: la besogne des historiens d'art est la besogne la plus écœurante qui soit. Et un historien d'art bavard, et il n'y a d'ailleurs que des historiens d'art bavards,
devrait être chassé à coups de fouet du monde de l'art. Sa vision de Rome et du pape. Nous devons aller à Rome et constater que l'église Saint-Pierre est une pièce montée de mauvais goût, l'hôtel du Bernin une stupidité architectonique. Nous devons voir le pape face à face et constater personnellement qu'il est, tout compte fait, un personnage tout aussi désespérément grotesque que tous les autres, pour pouvoir tenir le coup. Oui, que le pape, dans le fond, et je crois ce qu'il dit, est dans le fond, en vérité, un personnage tout aussi désespérément grotesque que tous les autres, parce que miné par la mort. Et vision de Thomas Bernard dans Extinction, où il arrive dans l'espace où il a vécu son enfance. La petite maison est là, et il dit « À présent, mon enfance est déjà laissée à l'abandon, tout comme la villa des enfants. Les chambres de mon enfance ont été vidées et liquidées, ont été pillées, tout comme la villa des enfants. Mais mon enfance par moi-même, non pas par ma mère, comme la villa des enfants. J'ai pillé et liquidé mon enfance avec une brutalité beaucoup plus grande que ma mère. Mon enfance a été complètement utilisée, épuisée par moi, bazardée. J'ai exploité mon enfance jusqu'au bout. Nous cherchons notre enfance partout, et nous ne trouvons partout que le fameux vide béant. La cible. À toi de savoir si cette cible est terrifiante ou si elle est le point de passage. Et pour ça, il y a la grande dérive de Don Giovanni, de Don Juan, du Don Juan de Mozart, du Don Juan de Pushkin, du Don Juan de Monterland aussi, où Don Juan, sa fin, qui utilise le désir, justement, le voilà qui rebondit de pierre en pierre. La vision de Don Juan de passer de femme en femme, c'est aussi sa manière à lui, n'a cesse de vivre cette façon quantique de passer de pierre en pierre. C'est ainsi que Don Juan voit sa traversée jusqu'au château du centre. Et là, c'est qui? C'est le commandeur, c'est la statue du commandeur. Alors, comment se comporte Don Juan pour le dernier passage? Ça, c'est la fin du Don Juan de Monterland. Don Juan qui dit à son ami « Ne t'inquiète pas, je connais un chemin détourné. » L'autre lui dit « Vous allez être reconnu tout de suite. » Don Juan « Je mets mon masque. » Il abaisse son masque, mais celui-ci n'est plus le masque du premier acte. Il représente maintenant une tête de mort. Son ami jetant un cri « Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ce masque ?» Don Juan « Eh bien quoi, c'est mon masque de tous les jours. » « Retirez ça très vite. » Don Juan, essayant de retirer son masque. « Mais je ne peux pas le retirer. Que se passe-t-il? Il s'est incrusté dans mon visage. Il s'est mélangé à ma chair. Essaie de me le retirer. » Son ami tremblant. « Je ne toucherai pas à ce masque. »« Pourquoi? » ?»« Il y a dessus une tête de mort. » Dernière parole de Don Juan. « Une tête de mort? À la bonne heure. En avant! Au galop pour Séville !» Il sort vivement, entraînant par la taille son ami qui titube. Et c'est la plongée de Don Giovanni. Oui, sa plongée. C'est ainsi que la voix Mozart. L'abîme résonnant.
bon, ça c'est le Don Giovanni de Mozart, ok, hein, la plongée finale dans le gouffre. Mais la musique doit changer, ok? Le pessimiste devient actif face à la mort. Schtroumpfant, il se coiffe du panache de la sainte absurdité. Et il dit, une tête de mort, à la bonne heure, en avant, au galop pour Séville. Et hop! Regarde ce con, comment il galope de pierre en pierre jusqu'à Séville. Séville, la ville du Graal pour lui. Mais une Séville qui serait une Séville céleste, comme il existe une Jérusalem céleste. Hop! Auditeurs, préparez-vous à intervenir dans quelques instants avec la 5e symphonie de Gustav Mahler, un vrai pessimiste. Qu'on voit dans ce beau film à la gloire du pessimisme qui est Mort à Venise, superbe. Que veut dire humain, hein? Tout est humain. La dévotion espagnole, avec ce qu'elle a d'humble, de solennel, de noble, est un genre très digne d'humanité, me semble-t-il. Mais il faut bien reconnaître que ce mot humain peut couvrir aussi tous les relâchements et toutes les négligences. Moi, je te donne entièrement raison. Moi non plus, je ne peux souffrir le laisser-aller et la négligence. Vois-tu, je trouve que la vie et le monde sont ainsi faits qu'il serait bon de se vêtir toujours de noir. Avec une collerette empesée au bout de colle, et entretenir des rapports graves, réservés et formalistes, tout en pensant là. C'est ce qui me conviendrait. Je trouverais cela moral. As-tu déjà assisté à la représentation de Don Carlos de Schiller? Oui, mais j'avoue que je ne m'en souviens guère. Eh bien, il y a une scène où l'on voit le roi Philippe, paré de la toison d'or, vêtu de noir, faire son entrée parmi sa cour. Il soulève lentement sa toque et dit d'un air complacé: « Ouvrez-vous, mes seigneurs. »
mûr pour le grand midi, prêt et mûr comme les reins en fusion, comme la nuée qui porte l'éclair, comme le pic gonflé de lait. Prêt à moi-même et à mon vouloir, le plus secret arc qui aspire à sa flèche, flèche qui aspire à son étoile, étoile prête et mûre en son midi, et ardente et percée d'une flèche, pâmée sous les flèches destructrices du soleil, soleil et vouloir solaire inexorable, prêt à tout détruire dans sa victoire. Oh vouloir, tournant de toute nécessité, nécessité toute mienne, réserve-moi pour une grande et unique victoire. Ainsi parlait Zarathustra.